Dans 18 départements, nous avons lancé une expérimentation qui conditionne le RSA à 15 heures d'activité pour l'insertion. Et on a une question qui est centrale, c'est la question du salaire. Le gouvernement mène une politique qui s'oppose à la hausse des salaires par plein d'aspects et en même temps, il souhaite creuser l'écart entre les personnes hors de l'emploi et les personnes en emploi. Agir pour le travail, c'est d'abord agir pour veiller à ce que ceux qui travaillent gagnent toujours plus que ceux qui ne travaillent pas. Et donc, sa réponse à ça, c'est d'appauvrir les personnes qui ne sont pas en emploi. Vous avez raison aussi de parler de l'assurance chômage. Deuxième chantier, avec sans doute une nouvelle réforme, réduire s'il fallait encore de nouveau la durée d'indemnisation. Vous savez très bien, là, vous avez une façon de généraliser, c'est pas sérieux. Ah non, Ce que vous dites là, c'est pas sérieux. Si. Vous généralisez complètement. Je vous annonce que nous généraliserons ce dispositif à tous les départements de France d'ici le 1er janvier 2025. On se rappelle que l'année dernière, en 2023, le gouvernement, qui était alors dirigé par la première ministre Elisabeth Borne, avait beaucoup menti sur sa réforme des retraites. Mais oui, les retraites, parlons-en, c'est une semaine spéciale sur France Inter. Et que l'économiste Michael Zemmour avait beaucoup contribué à déconstruire chacun de ces mensonges. En fait, la vraie motivation, à la fois de la réforme, mais aussi du calendrier, pourquoi commencer tout de suite de la réforme des retraites, ça vient pas du système de retraite en lui-même, qui pourrait appeler d'autres réponses ou un autre calendrier, ça vient d'une stratégie, baisse des impôts d'un côté, notamment sur les entreprises, et baisse des retraites de l'autre pour équilibrer. On se rappelle par exemple que pour mieux nous vendre leur réforme, les macronistes avaient d'abord promis que tout le monde allait obtenir une pension minimale de 1 200 € brut, présenté comme une espèce de merveilleux cadeau. Comme on l'avait alors relevé dans cette chronique, cette somme correspondait, dans le meilleur des cas, à une retraite d'un montant de 1 150 € net, dans un pays où le seuil de pauvreté est fixé à 1 102 € par mois pour une personne vivant seule. Lorsqu'il promettait une retraite minimale de 1 102 € pour tous les salariés, le gouvernement promettait donc en réalité de maintenir des millions de Français au niveau du seuil de pauvreté. Mais surtout, et comme l'avait démontré Michael Zemmour, même cette promesse était fausse et mensongère. Car dans la réalité, avait expliqué l'économiste, seule une minorité de retraités pourrait éventuellement compter sur cette somme, ce qui signifiait que là encore, beaucoup de gens seraient laissés au bord du chemin. Hier, je vous écoutais et donc j'ai entendu le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dire à plusieurs reprises la pension minimale à 1 200 €. C'est une phrase qu'on entend. Il n'y a pas de pension minimale à 1 200 € dans la réforme. La seule mesure qu'il y a dans la réforme, c'est une revalorisation de certaines petites pensions si vous n'avez pas de décote. Et cette revalorisation, elle est comprise entre 0 et 100 €. Et c'est plutôt 33 € en moyenne pour les nouveaux retraités, 50 pour les retraités actuels. Confronté à la mise en évidence de ces bobards, le gouvernement d'Elisabeth Borne avait alors modifié son discours et garanti que toutes les petites pensions seraient revalorisées de 100 €. Le 11 janvier, ici à cette place-là, Salia Bracléa vous demande le minimum de pension de combien va-t-il être augmenté. Vous répondez, il va être augmenté en moyenne de 100 € par mois. Et là, le chiffre est impressionnant, dites-vous. Quand je disais tout à l'heure, et c'est vous qui parlez, que le seul risque que prenaient les retraités, c'est d'avoir leur pension actuelle augmentée, c'est ça. C'est donc pas un risque, c'est une chance. 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 € verront leur retraite majorée à 1 200 € brut par mois. Vous venez de dire le contraire à l'instant. La réforme des retraites, qui promettait donc une revalorisation de 100 € du montant des petites pensions, est entrée en vigueur au mois de septembre 2023. Et la semaine dernière, la Direction des recherches et des études du ministère de la Santé, la DREES, a publié, comme l'a rapporté le quotidien Libération dans un article paru le 29 février, une première estimation de l'impact de cette réforme sur le montant des pensions des salariés partis à la retraite en 2024. Selon la DREES, le relèvement de 100 € prévu par la réforme accroît le montant de la pension de 185 000 nouveaux retraités. Jusque-là, donc, tout va bien. C'est vraiment génial. Mais surprise, pour des raisons tenant au calcul de cette pension, et même si certains d'entre eux vont effectivement bénéficier de 100 € supplémentaires, le gain réel pour ces nouveaux pensionnés est en réalité de 30 € en moyenne. Comme l'a pudiquement relevé Libération, ce gain moyen se révèle donc nettement inférieur au montant de 100 € qui avait beaucoup circulé durant les débats autour de la réforme. Pour le dire plus nettement, les macronistes, en promettant une augmentation de 100 € de toutes les petites retraites, ont encore une fois trompé leur monde, puisque, répétons-le une dernière fois, cette augmentation est en réalité inférieure de 2/3 à ce qui avait ainsi été annoncé. Remboursez nos invitations. Remboursez nos invitations.
Aujourd'hui, Elisabeth Borne n'est plus Première ministre. C'est Gabriel Attal qui l'a remplacée. Mais cela ne change pas grand-chose sur le fond, car lui aussi profère des contre-vérités pour essayer de vendre des réformes antisociales. Et de nouveau, c'est Michaël Zemmour qui met ses bobards en évidence. Pour bien le comprendre, il faut d'abord remonter à la première réforme macroniste de l'assurance chômage, celle de 2019. Cette réforme avait introduit une dégressivité du montant de l'allocation chômage pour certains de ses bénéficiaires et elle avait réduit la durée d'indemnisation pour les salariés n'ayant pas travaillé en continu pendant 24 mois. Elle avait aussi institué une nouvelle règle stipulant qu'il fallait avoir travaillé 6 mois pour être éligible à l'assurance chômage contre 4 mois auparavant. On sait aujourd'hui, et encore une fois grâce à un document publié par une organisation dépendante du gouvernement, ce qu'ont été les conséquences concrètes de cette réforme, puisque la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail, la DARES, vient de publier le 27 février dernier un rapport intermédiaire consacré à ses premiers effets. Selon ce document, le nombre d'ouvertures de droits au chômage a baissé de 14% entre 2019 et 2022. Il est donc devenu plus difficile de bénéficier d'une allocation chômage, dont le montant, dans certains cas, a lui aussi baissé. Et sans surprise, ce sont les travailleurs intérimaires, les travailleurs saisonniers, les salariés en fin de contrat à durée déterminée et les jeunes qui ont été le plus touchés et pénalisés par ce durcissement général. Pour le dire autrement, on sait aujourd'hui de façon certaine, 5 ans après son adoption, que les premières victimes de la réforme macroniste de 2019 ont été les catégories les plus précaires. Et dans l'intervalle, une autre réforme a été adoptée en 2022 qui actait quant à elle, en toute simplicité, en cas de baisse du chômage, une diminution de 25% de la durée d'indemnisation de tous les demandeurs d'emploi. Et tout cela fait déjà beaucoup de coups durs pour les pauvres, mais bien sûr, les macronistes n'ont pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Le 30 janvier dernier, on se le rappelle, Gabriel Attal, dans son discours de politique générale devant les députés, avait déjà annoncé que pour combattre ce qu'il avait appelé les trappes à inactivité, il allait généraliser le conditionnement du RSA à 15 heures d'activité par semaine d'ici le 1er janvier 2025. Il avait aussi annoncé la suppression de l'allocation spécifique de solidarité versée aux chômeurs en fin de droit. Dans 18 départements, nous avons lancé une expérimentation qui conditionne le RSA à 15 heures d'activité pour l'insertion. Je vous annonce que nous généraliserons ce dispositif à tous les départements de France d'ici le 1er janvier 2025. Et la semaine dernière, poursuivant cette croisade, le Premier ministre, qui par ailleurs passe son temps à promettre moins de normes et de règles au patronat, a fièrement confirmé qu'il souhaitait durcir encore les règles de l'assurance chômage, en multipliant notamment le nombre des contrôles imposés aux bénéficiaires d'une allocation. Il souhaite plus précisément qu'1,5 million de contrôles visant des chômeurs soient effectués, soit 3 fois plus qu'en 2023. Et nous voici revenus à Michaël Zemmour, qui était la semaine dernière invité sur BFM TV, dans une émission à laquelle participait aussi l'éditocrate de droite Franz-Olivier Gisbert. L'économiste s'est livré, comme il le fait toujours, à une démonstration implacable et à une mise en pièces de la propagande gouvernementale. Il y a une politique d'appauvrissement des personnes qui sont sans emploi. On a des politiques, un discours très dur, comme vous l'avez rappelé, en direction des personnes sans emploi, et une politique d'appauvrissement des personnes au chômage et au RSA. Et comme l'animateur de l'émission lui demandait ce qu'espère le gouvernement en prenant de telles mesures, Franz-Olivier Gisbert, manifestement ulcéré par l'impertinence de Michaël Zemmour, qui osait remettre en cause la politique du gouvernement, lui a sèchement coupé la parole pour répondre à sa place sur un ton chargé de lourde ironie. C'est parce que le gouvernement est méchant. Car selon lui, c'est ce type d'argument que l'économiste utilise. Cette affirmation est totalement fausse, mais Michaël Zemmour, loin de se laisser déstabiliser par cette grotesque attaque, a répondu toujours très calmement. Non, moi je dis ce que le gouvernement fait. Le gouvernement diminue les protections des personnes sans emploi au chômage. Puis il a répété que ce qu'on sait, c'est que les personnes qui restent sans emploi, parce qu'elles ont des difficultés, parce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'on n'est pas en emploi et qu'on ne peut pas aller travailler dans un restaurant à Marseille. Il y a plein de raisons dans la vie. On peut avoir des problèmes de santé, de logement, on peut ne pas avoir la formation suffisante. Pour toutes ces raisons-là, ces personnes vont être appauvries. Gisbert, de nouveau, l'a interrompu pour lui lancer. Vous savez très bien, là, vous avez une façon de généraliser, c'est pas sérieux. Ah non, ce que vous dites, là, c'est pas sérieux. Si. Vous généralisez complètement. Cet éditocrate s'y connaît un peu en sérieux. C'est lui qui, par exemple, avait très tranquillement comparé la CGT avec Daesh il y a quelques années. Attendez, laissez-moi rappeler la phrase, ce qu'a écrit Franz-Olivier Gisbert. La France est soumise aujourd'hui à 2 menaces qui, pour être différentes, n'en mettent pas moins en péril son intégrité. Daesh et la CGT, Franz-Olivier Gisbert. Et puis alors, il faut lire la suite quand même. Il va sans dire que ces 2 organisations ultra-minoritaires
ne sont pas de même nature, rassurons tout de suite la police de la bien-pensance. Et de toute façon, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est le chant du cygne de la CGT. On se donne rendez-vous dans 2 ans, vous verrez. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et ils prennent tout le monde en otage parce que voilà, ils sont perdus. Vous savez, c'est ça l'histoire. Vous n'avez jamais le mot de preneur d'otage. Vous savez pas ce que c'est. Moi j'ai été pris en otage pendant 1h30, je peux vous garantir, ça n'a rien à voir à être bondé dans une voiture de voyageurs quand il y a une grève. Il y a des mots pour employer, surtout à votre âge. Je pense qu'aujourd'hui vous devrez faire attention aux mots que vous employez. Et beaucoup de gens emploient ce mot-là, c'est pas un mot si facile à entendre. Quand vous dites que vous avez été pris en otage, vous faites allusion Moi j'étais au Bataclan, donc moi aujourd'hui les discussions de preneur d'otage et de théorie, je sais ce que c'est. Mais Michael Zemmour est resté imperturbable et a de nouveau rappelé que, contrairement à ce que prétend le gouvernement, quand on est au chômage, on vit pas bien, et d'ailleurs, quand on est au RSA par exemple, on passe du temps à chercher des solutions, à essayer de survivre, de s'en sortir. Pour François-Olivier Gisbert, c'en était trop. L'éditocrate sortant de ses gonds a fustigé ce qu'il appelle le discours misérabiliste de Michael Zemmour. Oui, misérabiliste, parce que vous expliquez quand même le gouvernement, en gros, est méchant. Puis il a très sérieusement ajouté, sous le regard totalement consterné de son interlocuteur, moi, je connaissais le gouvernement, je l'attaque tout le temps. Et c'est bien qu'il apporte cette précision, parce qu'on avait presque l'impression, à l'écouter vociférer, qu'il klaxonnait plutôt sa propagande anti-chômeur et anti-pauvre. On vous a parfois censuré. Par exemple, un article est prêt. Avez-vous reçu un coup de téléphone de Robert Herson vous disant « Non, il n'est pas question qu'on fasse cet article-là ». Ce sont des choses qui arrivent dans tous les journaux. Et ça me paraît tout à fait normal. Je pense que tout propriétaire a des droits sur son journal. D'une certaine manière, il a, lui, le pouvoir. Vous parlez de mon pouvoir. Enfin, mon pouvoir, excusez-moi, c'est une vaste rigolade. Disons le pouvoir du journaliste, disons la responsabilité. Enfin, le pouvoir des journalistes. Il y a des vrais pouvoirs. Les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça, c'est le vrai pouvoir. Mais il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce.